Bonjour à tous, rebonjour Alexandre, rebonjour aux personnes qui sont de retour de vacances ou qui le sont peut-être encore. Pas mal de sujets sur la table qu'on va évoquer avec Alexandre. On a essayé de les évoquer, brièvement avant de commencer ce live. Hem je te laisse introduire Alexandre. Moi j'avais évoqué avec toi, quelques points, notamment les demandes sur, la BTP, les demandes sur Joule. Moi, j'ai constaté, pendant cet été où j'ai fait quand même pas mal de posts sur les offres, de recrutement, c'est pas top. Si je regarde par rapport à l'année dernière, on a une baisse de alors, j'ai pas je reste très macro, hein, entre 20 et 30 de baisse par rapport à l'année dernière. Qui dit baisse dit, qu'est-ce qui va se passer quand on va se retrouver face, au mur, de migration sur les projets S4. Et là, aujourd'hui, il y a clairement, un vrai souci sur les recrutements. Alors, je mets de côté toujours les profils, experts, qui seront, toujours, compliqués à recruter, hein. Alors est-ce que, c'est, les experts qui sont pas sur le marché ou les experts qui ne sont pas disponibles? Et après, est-ce qu'il y a de vrais experts, S4 qui se disent vraiment experts S4? Parce que ça aussi, hein, beaucoup de gens, se mettent, experts ECC et se disent experts S4 et pour moi, encore une fois, ce n'est pas la même chose. Donc voilà quelques sujets. Si tu en vois d'autres, Alexandre, hein, c'est le but, d'en discuter. Bon, bah, bonjour à tous, j'espère aussi passer tous de bonnes vacances. Bon, vous entendrez qu'effectivement je suis un peu enroué, donc de temps en temps j'ai un peu de difficulté, mais bon, je passerai le relais, Michael. Alors, moi j'ai en 2 autres sujets qu'on peut rajouter effectivement à la discussion. Il y a le rachat de l'éditeur, Smart Recruiter par SAP, sur lequel on peut en discuter, d'autant plus qu'effectivement ça me concerne parce que je suis dans le domaine du recrutement, il y a un impact. Le deuxième concernant, la baisse, oui, en volume, il y a une baisse. Ce qui a fortement baissé, c'est la parution d'annonces, dans les ESN, les cabinets conseils, pour ça. On pourra l'expliquer. D'un autre côté, il reste un turnover structurel chez les clients finaux. Donc il y a des recrutements qui sont liés à 80 pour des remplacements et 20 pour des créations de postes. Ces créations de postes, elles sont liées à l'internalisation de ressources. Autrement dit, on remercie les ESN pour, internaliser ces postes. Ça prend parfois 3 mois, 6 mois, voire 1 an dans certains cas. Et de l'autre, on a une addition de nouveaux programmes. Alors en volume, c'est pas extraordinaire, mais il y a quelques-uns avec des postes de directeur de programme, il y en a chez nous, des postes de directeur de la transformation et puis c'est quelque chose qu'on avait fait dans un live talk il y a quelques mois, c'est l'augmentation de ces profils, AMOA, côté métier, BPO, direction du côté de la transformation métier ou autrement dit, des personnes qui, viennent de la supply chain avec un focus SAP ou qui viennent de la finance et qui vont accompagner les DSI et les métiers à faire cette transformation vers S/4HANA. Donc en gros, on a une sorte de mutation des besoins sur le marché et qui va dans une dimension à plus forte connotation métier, et surtout une dimension pilotage de projet, des postes qui étaient pas courants auparavant, des PMO, SAP, des chefs de projet transverses. Voilà, c'est ça qui apparaît aujourd'hui dans des volumes qui sont moindres, mais qui quand même étaient moins présents ces derniers temps. Mmh. Je pense que ça doit être le corollaire, typiquement des nouvelles méthodologies d'implémentation de S4, hein, où on veut revenir quand même ou plutôt, du fait qu'on est sur du cloud. Alors à la fois une partie cloud public et cloud privé sur du fit to Mmh. standard. Alors j'en parle assez régulièrement, mais c'est vraiment encore une fois un vrai leitmotiv, hein, pour revenir sur des projets, où on est sur vraiment à plus de 80 sur du standard. Et il y a rien de mieux que d'avoir quand même quelqu'un, alors qui a quand même une bonne connaissance de ce qu'est la gestion de projet, de ce que peut être la méthode, Activate, de ce que peut être, la conduite, d'un atelier. Pas forcément un consultant pure souche, hein, qui aura peut-être tendance à pas forcément avoir, les bonnes pratiques,
d'un PMO, hein, parce que c'est comme tout, hein, chaque métier, a ses spécificités. On va pas demander à un plombier de faire du carrelage et inversement. Donc, ces métiers-là, pour moi, ils sont essentiels. Alors, est-ce que dans un gros projet, on va pas avoir besoin de 25 PMO, hein, mais on va avoir besoin d'un vrai PMO. Donc c'est dans la stratégie d'approche, elle est pertinente. Après, je aussi, alors pas qu'avec KPC, hein, c'est aussi les projets. Il y en a très peu en 2025, hein. J'ai l'impression que toutes les boîtes, alors le contexte économique, il aide pas vraiment, hein, de se dire: «Bon, bah, est-ce qu'on y va en 2025?» Bah, non, honnêtement, moi, toutes les personnes que j'ai autour de moi, bah, c'est toujours le même principe, hein, s'il y a pas de recrutement, c'est qu'il y a pas de projet. Parce que si on a plein de projets, on a des recrutements. Donc ça aussi, hein, même si les entreprises internalisent, c'est qu'elles restent peut-être aussi sur de leur ECC et elles sont pas prêtes encore à basculer sur du S4. En gros, il y a qu'un tiers des clients qui sont basculés sur S4, hein, faut pas l'oublier ça. Quand on Non, quand il y a une grosse partie encore qui est effectivement sur une base ECC et il y a encore un certain nombre de postes où on ne promet pas qu'il y aura de projet S/4HANA à court, moyen et long terme. Il n'y a pas de promesse du tout. C'est pas prévu, pour le moment. Souvent les études ont été faites, ils ont les devis en fait, ils savent combien ça coûte, et ce qu'il faudrait mettre en place et c'est pour le moment c'est dans un tiroir. C'est pas le sujet, du moment. Maintenant, sur des nouveaux projets, ça, c'est une vraie question. Est-ce qu'ils vont démarrer bientôt ou pas? Il reste le queue de la comète des anciens projets S/4HANA et notamment sur les roll-out. Lorsqu'effectivement le corps modèle a été fait et qu'il faut le dupliquer et les déployer à l'étranger, il y a un certain nombre de postes internes ou externes, dédiés à des freelances ou à des salariés ou voire des ESN pour aller faire ce déploiement dans les différents pays. Alors là, oui, Michael, je rejoins en disant: «C'est du standard, c'est il y a quasiment pas d'adaptation qui sera à faire et là, ces profils de consultants, avec une forte connotation métier historique, supply chain ou finance ou d'autres, production, vont accompagner les métiers dans les différents pays en leur disant: «Bah, voilà, on va vous mettre en place ce corps modèle, vous allez y perdre au passage, vous allez y gagner, mais c'est pas négociable». Sauf qu'il faut enchaîner les pays les uns derrière les autres. En général, c'est des streams de 7 à 9 semaines par pays et ça nécessite on a des postes comme ça où on est jusqu'à 50 du temps de travail dans différents pays pour les déployer avec, une vraie crédibilité du consultant, du BPO ou du chef de projet, peu importe le titre qu'on lui donne, d'aller expliquer que l'outil de production, il va migrer sur S/4HANA à la sauce, décidée par la direction et la DSI. Alors c'est mmh, pas simple, c'est ouais, difficile pour les juniors, c'est difficile effectivement pour ça, c'est pas possible. Ces personnes qui ont toutes entre 10 et 20 ans d'expérience qui le font, qui une partie est freelance aujourd'hui, le fait, soit c'est en interne, soit c'est une équipe un peu commando interne et effectivement, c'est aussi lié à ces recrutements internes pour pouvoir le faire. Une fois qu'ils l'ont fait 1 fois, 2 fois, 3 fois, la quatrième et la 15e fois, ils sont habitués et on repasse pas avec des ESN à qui il faut tout apprendre, des prestataires, ou autres pour ça. Donc les freelances, ils les gardent, quand ils ont fait leurs preuves, et les nouveaux internes, bah, effectivement, bah, les postes s'ouvrent et la personne va apprendre effectivement à faire ses roll-out et compte sur elle pour les 3 prochaines années à continuer à les faire. Mais il reste mmh, encore un certain nombre de projets où il y a pas mal de sites de production en France ou en Europe ou à l'étranger à déployer. mmh. Tu soulignes un point qui est important, hein, alors je cherche pas encore à ségréguer encore les profils logistiques des profils de finance, mais je vais le faire quand même. Autant sur la logistique, je pense que n'importe quel profil peut y aller. Sur la finance, on l'avait déjà évoqué. Pour moi, une personne qui est consultant FI ou consultant, CO, enfin c'est ouais, c'est Mmh. pour moi, il doit avoir le background nécessaire. C'est-à-dire que moi, je peux pas m'improviser, demain consultant finance si j'ai pas, alors je vais pas dire un DECF ou, un Mmh. équivalent de ce que c'est la finance. C'est-à-dire que tu fais un déploiement, te dire: «Ah bah, j'y connais rien à la TVA», mais vous savez, il y a des particularités, pour le Brésil, il y en a des Mmh. particularités pour le Canada. Et donc, de se dire: «Ah bah, c'est juste la TVA», non, c'est des particularités. Donc quand bien même on est bien sur du fit sous standard, même un expert métier, encore une fois, il va connaître ses particularités, mais il faut aussi connaître toutes les particularités des Mmh. déploiements des pays dans le monde. Donc c'est ça aussi, hein, ces profils-là, c'est pas forcément des profils évidents, hein, parce que je veux dire, bah, tu fais un profil, qui doit connaître, la finance, en gros, en France, qui est pas la même que celle qui se trouve au Brésil, qui est pas la même qui peut se trouver, je sais pas, au Japon. Et donc, tu vois, la particularité de se dire, «OK, on est sur du fit to standard, c'est facile de mener un atelier que peut faire un PMO». Par contre, si on est sur du cloud public ou du cloud privé, te dire: «Ah oui, mais dans le cloud public, c'est pas un ECC».
qu'est-ce que je dois faire dans mon CBC pour pouvoir aller faire un bout en bout un process? Mmh. Et la dichotomie entre FI et CO est de plus en plus importante. Vous voyez des annonces ou des posts de mes confrères effectivement qui cherchent des COPS, qui cherchent effectivement des CO contrôle de gestion industrielle, des vrais FI. Il y a vraiment une particularité et le degré d'expertise qui est attendu pour être recruté en CDI, ou en freelance a franchement un bond. C'est-à-dire que très peu de dossiers sont retenus. À la fin, ils savent exactement le client final sait exactement ce qu'il cherche. Et il attendra tant qu'il a pas trouvé Mmh, pour ça. Et ça, c'est peut-être une nouveauté. Alors, je rejoins effectivement cette démarche effectivement de fabriquer des nouveaux consultants SAP, de juniors, d'apprentissage, d'alternants, là-dessus. Cette partie-là va devenir plus complexe si effectivement les degrés d'exigence augmentent, si tant est que quand même on voit des ESN qui sont en train de muscler leur TMA parce qu'elles ont gagné des projets. On sait à peu près tous les 3 ans, une ESN se fait mmh. remercier par une autre pour Bah, ça. du Donc à la 109. Ouais, enfin, oui, oui, ou exactement et à ce moment-là, il y a souvent des trous dans les effectifs et c'est vrai que le gros des effectifs vient, des stagiaires, vient de l'alternance, vient des juniors qui effectivement qui sont à la première année, deuxième année jusqu'à peu près à 2 ans, d'expérience et font ces TMA. Mais ces TMA sont différentes d'auparavant. Les machines à tickets bien ficelées ou autres, on sait effectivement qu'aujourd'hui avec, les IA qui arrivent, il y a des chances pour qu'elles arrivent au Maghreb ou qu'elles arrivent en Inde pour ça. Et si vous regardez un peu les annonces, on voit de plus en plus effectivement, pilotage d'une équipe en Inde, pilotage d'une équipe effectivement en nearshore. Alors ça peut être effectivement le Maghreb ou ça peut être effectivement les pays de l'Est, et la Pologne en particulier. Ça signifie que dans ces TMA, elles sont en train de muter et je pense que cette TMA va dégrossir tous les tickets à faible valeur ajoutée pour aller vers des tickets, enfin, c'est plus des tickets, des mini projets à plus forte valeur ajoutée pour ça. Et on voit différentes ESN qui sont en train d'effectivement de capitaliser dessus. Donc finalement, le discours qu'on pouvait tenir en disant: «Ne restez pas trop longtemps dans les TMA parce qu'effectivement il y aura pas de projet», il se peut qu'avec l'arrivée de l'IA, l'arrivée effectivement des projets S4 ou encore des maintenances de CC et qui nécessitent parfois des gros projets, certains projets d'évolution, notamment l'aspect réglementaire, à la dématérialisation de fournisseurs, à la facturation électronique effectivement qui arrive, bientôt pour ça. Ces projets soient confiés à des TMistes. Parce qu'effectivement, les ressources sont là, il n'y a pas besoin de mobilité. Ce sont des projets qui, sont réglementaires, donc qui sont à peu près cadrés pour ça et que finalement un appel d'air arrive, peut-être pas à la fin de l'année, mais début de l'année prochaine pour, des consultants seniors dans les TMA ou des nouveaux stagiaires ou des nouveaux apprentis ou des nouveaux consultants. Mmh. Alors, je vais juste répondre à Isabelle. Oui, il y a de la réglementation dans la logistique, il y a de la réglementation aussi sur, notamment la gestion de la paie qui est nécessairement différente. Mais encore une fois, la finance représente la partie, toujours plus visible et plus prégnante de ce que peut être une réglementation. Encore une fois, c'est pas pour opposer, mais c'est pour juste donner statistiquement un chiffre. Il y a plus de réglementation, on est du point de vue finance, qu'il peut y en avoir du point de vue logistique. Des fois, c'est plutôt des problèmes organisationnels et on est là ici juste plus pour donner en fait la spécificité de chaque métier qui aujourd'hui, le métier de consultant nécessairement se transforme. On a l'avènement de plus en plus de l'IA et qui fait que on va avoir un bouleversement, de façon, exponentielle sur, le traitement de l'ABAP, hein. Moi aujourd'hui, j'avais déjà évoqué, hein, 100 de mon code ABAP, je le passe d'abord dans la moulinette, d'une IA, hein, quel que soit, on va pas faire plus de publicité, que ce soit pour Joule, que du ChatGPT ou que ce soit du Gemini ou du Mistral AI. Le temps, alors, bien sûr, on doit corriger, mais faire demander à une IA de dire: «Construis-moi un ALV ou construis-moi dans ADT, le code nécessaire pour construire le report suivant. Dis-moi, est-ce qu'il existe un report standard?» Il va déjà te donner, la majorité de la réponse et si on le met au même pour le même support, voilà, vous avez ServiceNow, pour pas citer non plus, une célèbre base de ticketing. Joule est intégré à ServiceNow, donc nécessairement, il va déjà avoir tous les gens qui sont sur le niveau 1, sur le niveau 2. Je dis: «Faites gaffe, hein, c'est chaud pour vous, c'est chaud bouillant» parce que si vous upgradez pas nécessairement vos compétences, vous allez
bah, disparaître. C'est aussi bête que ça à dire, hein. Donc c'est nécessairement vous devez monter en compétences et ça c'est la course. Donc pensez-y maintenant, hein. C'est pas quand, l'IA vous aura pris votre boulot. On dit: «L'IA ne va pas détruire votre travail». Bah, il y a toujours un phénomène de destruction, création. Donc il y a Mmh. nécessairement, bah, une, réorganisation du travail qui va se faire. Il y a ça et nous, on sait, enfin, par certaines sources, que cette IA déplace la valeur du travail. Autrement dit, soit en amont, c'est une formidable outil à identifier des incohérences, à identifier effectivement, des choses qui auraient été compliquées effectivement du premier œil et en aval, en contrôle qualité, ça fonctionne bien. Par contre, le degré d'expertise, là où les consultants ou les chefs de projet en mode TMA attendaient les tickets, les traités avec certains KPI dessus, vont devoir les utiliser parce que sinon ça coûte pas grand-chose et dans un second temps, vont aller plus en contact avec les clients pour la qualification. Donc autrement dit, de passer d'une posture un peu passive, je traite une demande, à je la requalifie effectivement avec soit des visios, soit des mini ateliers, en étant boosté avec l'IA et des pré-propositions pour gagner du temps et être sûr qu'effectivement il y a une bonne compréhension et que la réponse soit encore meilleure pour ça. Alors oui, effectivement, il y a des plateformes de TMA qui vont faire la destruction en se disant: «Bah, finalement, on va arrêter avec des consultants. Mais l'effet Klarna, qui est effectivement un peu le téléperformance mondial, a fait qu'au moment où ils ont mis en place les IA vocales ou écrites, ont éliminé plein de postes et finalement ont réembauché derrière assez rapidement, en s'apercevant qu'effectivement ça marchait pas si bien que ça et qu'il y avait une attente relationnelle beaucoup plus forte qu'il n'y avait auparavant. Par contre, les nouveaux recrutements qu'a fait Klarna ont été différents. Ils ont pris des personnes plus seniors et avec plus de compétences sur le sujet. Bah, je pense qu'il faut toujours envisager comme dans un système embarqué dans l'automobile. On a tous besoin d'un GPS. Mais je dis souvent, c'est-à-dire, mais quand le GPS tombe en panne, ton réseau, l'intelligence humaine doit toujours rester là. Donc il faut, alors, instruction, mais il faut aussi que les ESN aient un discours quand même assez honnête vis-à-vis de leurs consultants, de leur dire voilà, aujourd'hui, soit tu as une approche très directe et tu dis bah non, moi l'IA je fais sans, ou tu as plutôt une approche plutôt proactive, te dire elle est là, il Mmh. faut la nourrir. Et c'est pas de se dire ah bah si je la nourris nécessairement bah, elle va être capable de faire ce que je fais aujourd'hui à ma place. Moi je vais pas plutôt de se dire bon bah moi j'apprends à l'utiliser comme un n'importe quel outil. Aujourd'hui vous ne viendrez jamais à l'esprit de se dire ouais mais un mécanicien il utilise bien une mallette pour contrôler les problèmes techniques de l'automobile. Mais pour autant, est-ce que le mécanicien a disparu? Bah non, il n'a pas disparu parce que la machine, elle va interpréter par rapport à du machine learning, se dire ah ce genre de problème-là, mais dire ah, attends sur ce modèle-là de véhicule-là, j'ai déjà vu ça. Voilà, l'aspect humain sera toujours ici. Donc bah, c'est un repositionnement dans la chaîne de valeur de la cohabitation entre bah, l'humain et la machine, qui elle ne va pas disparaître. Mais on est sur les ESN doivent vraiment se mettre dans une optique de se dire j'ai des consultants, je dois nécessairement avoir une approche pédagogique pour bah, les former, les instruire sur comment utiliser une IA, de le faire de bon escient, parce qu'aujourd'hui, on va avoir tous les problèmes de sécurité. Hein. Il ne faut pas oublier que bah, si vous Mmh. utilisez une IA qui est gratuite, bah, il y a une contrepartie. C'est qu'elle va Alors utiliser des données. Et si vous donnez des données confidentielles à l'IA, là, c'est là qu'on n'est pas bon. bah, Donc, il y a 2 choses, c'est Mickaël. Il y a la qualité des données, d'où elles viennent. Alors, grâce à l'ERP SAP, en général, c'est plutôt bordé et 99 sont fiables au départ, mais faut pas en sortir. Donc effectivement, l'idéal, c'est effectivement que ce soit des Mistral, OpenAI, Joule embarqués et que ça ne sorte pas, que ce soit pas mis en mode, public de manière à faire de l'apprentissage par OpenAI et compagnie. Le deuxième, l'analogie que tu donnes effectivement avec la voiture, c'est qu'aujourd'hui les clients finaux l'utilisent aussi et il faut accepter qu'effectivement à la fois un consultant externe ou un consultant interne l'utilisent tous les 2 et se mettent, avec leur outil de diagnostic avec eux ou leur GPS, chacun, le posent sur la table, regardent le moteur ensemble et se disent: «Bon, bah, voilà, regardons ensemble ce que propose, l'IA, est-ce que ça tient la route ou pas? Et gagnons du temps». Alors après effectivement la notion de valeur ajoutée, elle sera effectivement
peut-être minorer côté consultant externe parce qu'on va se dire, bah, si une partie est déjà faite, si le consultant qui arrive est déjà boosté, et que nous déjà on a déjà préparé avec notre propre IA, il peut y avoir sur la table, des benchmarks des deux propositions et un arbitrage, humain à la fin. Mais c'est clair que de toute manière aujourd'hui, un PowerPoint qui est fait par un une réponse, à un ticket fait par une IA, ça se voit, donc le client il le voit de toute manière. Donc autant mettre sur la table, voilà ce qui a été pré-mâché, voilà ma correction qui en est fait derrière, voilà ce que j'en pense, on en discute. Est-ce que vous avez fait aussi cette étude de votre côté avec vos propres, algorithmes, derrière? Montrez-les nous, on n'est pas en compétition l'un l'autre, regardons ensemble quelle est la meilleure solution pour les 2. Et il se peut que ce soit un énorme gain de temps et ce qui est génial, c'est que ça peut être structurant pour l'analyse des besoins d'un côté comme de l'autre. Mais c'est vrai que c'est une disruption dans la relation entre le sachant effectivement et puis ceux qui effectivement, étaient en attente de propositions. Parce Ouais. qu'aujourd'hui, ils les ont déjà, ils regardent déjà. Même nous, quand on est consultant en tant que recruteur, ils ont déjà des informations avant de nous consulter. Non, je suis d'accord avec toi. Après, c'est toujours le discours de transparence. D'une façon ou d'une autre, à un moment, si vous mentez, ça se verra. Donc, je dis que ce soit quand vous mentez sur votre CV ou que vous mentez sur l'utilisation ou non d'une IA, ça se saura. Donc, si dès le départ, vous dites aujourd'hui, OK, vous nous demandez beaucoup de choses. Souvent, le client, il a tendance à dire, bah, tiens, je veux, alors, bah, le beurre, l'argent du beurre, il sera de la crémière, mais tout comme, bah, de se dire, bah, aujourd'hui, typiquement, tu dois faire une technical documentation, tu dois faire une fiche de conception détaillée, tu dois faire des tests plans. Bah, tu dis, voilà, aujourd'hui, je préfère me concentrer honnêtement sur vous restituer parfaitement ce qui va Mmh. bien dans SAP et de se dire, bah, toute la doc, elle va être co-construite avec une IA. Mmh. Je pense que ça, c'est audible. Mmh. Je pense que c'est surtout ça. Il faut avoir ce langage-là vis-à-vis d'un client, de lui dire, bah, techniquement, vous me demandez en 300 heures ce que je dois faire aujourd'hui en 900 heures. Ce n'est pas on en vient à avoir au-delà de savoir, il doit savoir l'utiliser l'IA, il doit savoir mener un atelier en fit ou standard. Et honnêtement, sur ECC, c'est la transformation du consultant qui doit se mettre en route. Et je le répète, le faire. Non, c'est maintenant qu'effectivement il faut se former, accéder aux SAP Learning Apps par son entreprise, choisir les journées là, effectivement, qui sont proposées pour monter en compétences. Et le deuxième, c'est aussi, quand il y a des doutes, de faire des escalades et d'aller chercher effectivement, des experts sur un sujet. Ces experts seront de plus en plus sollicités. La seule différence, c'est qu'effectivement, ils auront, des demandes mieux formalisées, mieux mâchées, je dirais, pour ça. Et c'est à ce moment-là que les consultants confirmés, vont monter en compétences avec ces experts dessus. Mais il va y avoir de plus en plus d'experts dans les centres de TMA, effectivement, qui vont servir de référents et qui vont effectivement, accompagner, coacher, mentorer, ses collègues en utilisant l'IA. Je sais pas si on t'entend ou si ça a coupé là? Ou si on t'a perdu? Alors, en attendant qu'effectivement Michael nous rejoigne, je vais regarder effectivement quelles sont les questions. Alors, j'ai une question qui est, par expérience de mon point de vue, la reconversion sur du SAP est un chemin possible, mais semé d'embûches. Par contre, une fois engagé dans une première mission, et bien ensuite ça roule. Mais la méthode de compétence est clairement difficile en reconversion. Il est plus rare de ce genre de profil d'être reconnu pour l'expertise, c'est-à-dire l'expérience. C'est pas simple. C'est pas simple. Si effectivement on vient de la supply chain, qu'on a été user, key user, c'est souvent l'idéal, effectivement, pour pouvoir montrer effectivement ses compétences et son expérience. Il y a une lecture assez franco-française effectivement des CV qui consiste à se dire: «Il y a eu des projets, pas des projets, des déploiements, des roll-out, de la maintenance, du support, en ayant été fait 1 fois, 2 fois, 3 fois». Et effectivement ça rassure effectivement les entreprises. Et puis il y a effectivement une méthode plus anglo-saxonne qui est moins basée effectivement sur l'expérience, mais sur la capacité effectivement durant l'entretien à démontrer ses compétences et ses à l'instant T. C'est pour ça qu'effectivement, il ne faut pas hésiter effectivement à aller, sur les sociétés plus internationales
qui auront des donneurs d'ordre qui ne sont pas obligatoirement, qui sont pas français en fait, et qui sont plutôt une mentalité anglo-saxonne. Je pense que c'est assez clair. Je pense qu'on peut aussi évoquer quel est l'impact, alors tu as évoqué pour toi du rachat par SAP. Oui. Alors, de Smart Recruiters. Alors, Smart Voilà. Recruiters, effectivement, c'est un éditeur, c'est un ATS, Application Tracking System, qui consiste à pouvoir publier des offres d'emploi ou faire d'achat, c'est-à-dire gérer des candidatures. C'est un système, effectivement, qui qualifie, qui se connecte à LinkedIn. Il y a sûrement parfois des échanges que vous avez au travers de Smart Recruiter et qui, effectivement, est au départ français, puis après, c'est internationalisé aux États-Unis avec une grosse plateforme qui est en Pologne. Sur la partie technique. On a effectivement à peu près 4000 clients qui l'utilisent et qui aujourd'hui a du sens pour l'éditeur pour le rajouter à SuccessFactors. Parce que SuccessFactors est déjà une version cloud, et ça l'a toujours été. Smart Recruiter, c'est une version cloud, et autrement dit, pour la première fois, des recruteurs vont enfin avoir en interne un vrai outil de recrutement et pas un SIRH qui consistait à gérer la formation, la paye et le suivi du collaborateur tout au long de sa carrière dans l'entreprise. Ces 4000 clients sont hétérogènes. Il y a des grands comptes, on peut le voir ou autres, et pour la première fois, grâce à ce rachat qui est aux alentours d'1 milliard de dollars, permet à l'éditeur de se faire connaître auprès de PME, de TI qui ne sont pas utilisatrices de l'éditeur. Alors ça mettra peut-être 1 an, 2 ans, 3 ans pour être dissous dans SuccessFactors, comme ça l'a été pour Multiposting, qui était un outil de multidiffusion des annonces. Et là, effectivement, il y a vraiment quelque chose qui est très intéressant sur ce rachat que moi, j'ai pas vu venir dessus, qui peut-être se justifie pour un rachat défensif, c'est-à-dire qu'un autre acteur vienne mettre la main dessus. On peut citer Oracle, on peut citer Microsoft ou d'autres acteurs ERP plus classiques, ou alors vraiment une politique effectivement d'aller cloudiser effectivement ces acteurs, d'avoir des vrais outils de recrutement avec de l'IA, d'autant plus que ces acteurs a une IA interne, un outil de dialogue qui permet aux candidats de pouvoir échanger, soit pour postuler, trouver un poste, soit tout au long de gestion de leur candidature. C'est souvent là où le bas blesse et l'IA effectivement dialogue avec. Ensuite, on sait effectivement que SAP a sa propre IA avec Joule, a une puissance de calcul et des ingénieurs dans des proportions qui ont rien à voir avec, Smart Recruiter qui effectivement était un add-on effectivement qui a été rajouté ces dernières années, et il se peut qu'effectivement, c'est aussi un moyen de déployer un pseudo Joule, derrière, ou de remplacer le Watson, de Smart Recruiter, de manière à pouvoir être encore plus efficace, derrière. Là où il y a un enjeu qui est très intéressant, c'est qu'il y a l'analyse des CV. L'analyse des CV, c'est pas un container qui part de Shanghai pour aller à Amsterdam, hein. C'est quelque chose qui est complètement hétérogène, derrière. C'est du sémantique, c'est de l'algorithmique. Enfin, c'est du littéral par rapport à ça. Quand toi, Mickaël, effectivement, tu utilises Joule, effectivement, où tu vas l'utiliser pour pouvoir, poser des questions, les données, elles sont fixes, elles bougent pas. Effectivement, c'est binaire, c'est un chiffre, derrière et des transactions qu'il y a dessus. Là, ils vont aller sur un sujet qui est un peu plus, casse-gueule, on peut le dire. C'est le traitement des candidatures, le traitement des compétences qui, effectivement, sont hétérogènes, les soft skills, les hard skills, et il y a un champ, effectivement, d'expérimentation qui est assez extraordinaire, et ça va être chouette pour ce acteur de pouvoir être plugué à la puissance de calcul et à toutes les ressources IT, toutes les ressources IA de l'éditeur. Ouais, c'est toute la différence entre une IA qui se base sur un système d'infos et l'autre qui se base sur un système humain. Je pense Oui, que l'approche il y a trop de facteurs, tu l'as dit, hein, hétérogènes, exogènes, qui font que nécessairement, ça sera peut-être la masse de données qui pourra expliquer un peu comme la science comportementaliste, hein. mmh, On peut en déduire par mmh, rapport à des facteurs qui se recoupent que l'individu ment ou dit la vérité. Mais voilà, c'est de se dire, mais on aura statistiquement des données erronées. Après, c'est de se dire, on accepte que par rapport à cette étude-là, on rejette des CV qui n'auraient pas dû être rejetés. Mais c'est de se dire, bon, sur 100 CV, j'en ai peut-être 5, mais est-ce que c'était les 5 super bons? L'avenir nous le dira. Mais c'est un élément, hein, c'est un pas en avant. SuccessFactors doit l'intégrer. C'est pas, je pense que certains achats de SAP, comme notamment Caltrix, peuvent toujours se laisser peser, se dire, mais voilà, ils vont acheter très cher et pour tout compte fait, le revendre après, plus tard. Donc, mmh.
Voilà, c'est un pari. Après, c'est après la bonne ou la mauvaise intégration. Aujourd'hui, on peut considérer que SAP a fait beaucoup de rachats. Je suis assez honnête là-dessus. Des fois, des intégrations ne sont pas forcément tip-top. Hein. Ce n'est pas des intégrations natives. On vend des fois aux clients l'idée que c'est des intégrations natives, mais elles ne le sont pas. Prenons Concur. Concur n'est pas une intégration native. C'est Mmh. une API qui tourne derrière, qui met à jour les informations avec deux bases de données. On a bien deux bases. Et je pourrais dire la même chose pour SuccessFactors. SuccessFactors, c'est aussi un outil à part qui est Oui. plugué sur SAP. Mmh. Figlas, c'est la même chose. C'est un outil à côté. Donc, vous avez, alors certes, c'est le cloud, mais il ne faut pas oublier que ce n'est pas une base de données unifiée. D'autres systèmes d'infos le font, pas SAP. C'est vrai et c'était un peu dubitatif, interrogatif de leur achat effectivement de cet outil qui est dédié aux recruteurs, à 100 au départ, qui est pas un vrai SIRH au sens, SAP HCM, ou anciennement, SAP HR. Mais là où on regardait ce secteur, effectivement, on a une gestion des compétences qui était un tableau croisé, une sorte d'Excel en ligne. Il fallait cocher pour ça. Si on mixe effectivement, des candidatures entrantes, des candidatures aussi qui peuvent venir de prestataires, c'est là que ça devient intéressant. Les États-Unis et l'Angleterre sont très en avance sur la gestion effectivement des prestataires et des plateformes croisées, des marketplaces où on gère l'aspect réglementaire, compliance ou autre. J'ai découvert effectivement qu'à Bruxelles, effectivement, il y avait une plateforme commune effectivement de freelance où les entreprises venaient se connecter dessus et en se connectant dessus, tout était bordé, compliant, agreement, derrière. Et là, d'un côté, effectivement, on va avoir un outil de recruteur ou qui brasse des candidatures, jusqu'au recrutement et que ce soit déversé dans le SIRH, des SAP ou non. Et peut-être qu'effectivement, il y aura une modélisation des compétences qui va se faire par rapport aux besoins actuels. Ils vont pouvoir se plugger dessus et aller dessus. Il y a cette nouvelle science qui est en train de se mettre en place, qui est très intéressante et qui va pouvoir répondre aux besoins, de mobilité interne ou de recrutement externe. Et tout ça, effectivement, va se croiser. Certes, ça reste 2 add-ons, enfin pas 2 add-ons, c'est pas bien ce que je dis. 2 outils effectivement qui sont indépendants, par leur histoire, par l'histoire de l'entreprise. Il y a aussi effectivement des hommes et des femmes qui sont derrière, qui ont qui sont pas des SAP, canal historique pour ça, qui sont dans des pays différents et là, on a une grosse équipe qui est en Pologne, qui est très technique, puis des commerciaux qui sont partout dans le monde. Ils peuvent pas faire n'importe quoi avec pour je dirais, les intégrer. Mais il y a quand même, comme tu dis, d'un côté des données fiables, des données qui seront effectivement, variables, à géométrie, variable. Qu'est-ce que ça va donner? On va regarder. Mais je pense qu'effectivement, c'est un sujet qui est différent parce que c'est pas du transactionnel, proprement parler, comme peut être effectivement Fieldglass, comme peut l'être Concur, comme peut l'être effectivement Synavio, d'autres outils qui effectivement qui viennent se connecter, par derrière. Mais c'est challengeant comme là-dessus et je pense que même l'éditeur va en terrain inconnu. Hmm. Alors, juste pour clarifier, Mehdi, si j'utilise le terme de rejeter, même si on utilise ordonné ou classé, à la fin, le classement fait qu'on va éliminer. Donc, de facto, ça va être du rejet. Quand on fait un classement, c'est de se dire, sur 100 CV, si je Mmh. fais un classement, je ne vais pas regarder le 98, 99 et 100. Donc, Non. à la fin, oui, c'est ça, mais il ne faut pas avoir peur des mots. Hein. On est là, encore une fois, pour présenter des choses. Après, dans notre discours, ça ne peut pas forcément aller dans le sens de chacun, mais on vous donne des pistes. Après, vous en faites ce que vous voulez. Après, on ne détient pas la vérité. Et dans les mots qu'on peut utiliser, moi ou Alexandre, peut-être certains vont être choqués par les termes qu'on peut utiliser ou par une approche trop directe. Pareil, on se permet aussi de se dire, SAP ne fait pas que des choses sympas, ne fait pas que des choses merveilleuses. On n'est pas là pour non plus dire que l'éditeur fait des choses toujours intéressantes, fait des achats toujours pertinents. Derrière, on n'a pas forcément de sanctions de la part de SAP. Après, c'est un espace, ce live, pour discuter de plein de sujets. On voit un rachat, on en parle. Si éventuellement, pareil, quand on nous indique, voilà, on ressent un trend plutôt de baisse factorielle sur les Mmh. recrutements, on essaye de vous l'expliquer. Pareil, là, à chaque fois, par exemple, s'il y a Damas, si je prends ta question, c'est de se dire, je voulais avoir les projets migration SEC sur S4HANA, les besoins de consultants pour former leurs salariés sur l'outil Fiori par rapport à SAP GUI. Former, c'est un grand mot. Aujourd'hui, je ne pense pas que toutes les ESN vont dire,
je vais prendre tous mes consultants ECC et on va se faire un super pool dans un amphithéâtre et on va former à SAP Fiori. Je ne pense pas que ça va se passer comme ça. Je ne pense pas non plus qu'on va envoyer des bataillons de les 18 000 consultants français en formation chez SAP pour se former à Fiori. Je pense Non. que c'est un travail que chacun devra faire avec bien sûr l'aide collaborative de son ESN. Elle est là pour vous accompagner. De là à vous dire après qu'elle va former tous ses salariés à Fiori, j'en suis pas sûr. Moi, je prends de mon temps et toute personne de mes équipes, s'ils ont besoin que je vulgarise un scope item, te dire ah ok, tu touches ça. Après, c'est aussi des limites qu'on fixées. Moi, typiquement, je dis je ne veux plus que vous utilisez le LSMW. Vous arrêtez. Il y a le Migration Cockpit. Quand bien même vous avez 20 ans d'expérience sur le LSMW, vous arrêtez s'il vous plaît. Demain, c'est le Migration Cockpit. Alors, c'est toujours bien d'avoir les prérequis, mais demain, vous devez être opérationnel sur les outils de demain. Je ne vous demande pas de savoir conduire une Tesla, mais je ne vous demande pas de savoir conduire une R5. Donc voilà, c'est toujours la différence entre se dire, bah, sur ce vieux véhicule, il n'y en a plus rien, presque plus dans le parc. Est-ce que ça vaut la peine de toujours savoir conduire une R5? Non. Mais est-ce que les entreprises vont dire, on va tous vous faire passer un permis sur conduire une Tesla? Non. Non, mais alors, Michael, c'est beaucoup plus simple que ça a été auparavant. Avant, c'était, l'expert, le manager, le partenaire qui expliquait effectivement à ses collaborateurs: «Bon voilà, on a des besoins, on va y répondre, vous allez être formés, certifiés». Il y a toujours une finalité, le à 80 c'était pour répondre aux besoins d'un ou plusieurs clients. Les 20 restants, vous étiez sur le bench, effectivement, intercontrat, puis vous vous formiez effectivement dans le catalogue qui était en ligne. Maintenant ça va trop vite. Il faut que chaque consultant, chaque manager, chaque partenaire ou autre, s'auto-forme. Maintenant sur quoi? Il prend son CV, il le colle à ChatGPT, il lui pose la question: «Analyse mon CV, voilà, par rapport au marché actuel, par rapport au projet des conversions ECC vers S4 ou les nouvelles évolutions vers S4, ce sur quoi je dois me former dans les 3 prochains mois, 6 mois et 1 an». ChatGPT sait le faire. Créez-moi une feuille de route. La feuille de route, elle est fiable à 80. On la monte, on l'avait automatisé, on avait fait un POC, dessus, ça fonctionne toujours. C'est un peu plus bordé qu'effectivement que la version généraliste de ChatGPT, mais franchement ça suffit. Amplement la version Gemini effectivement, ou Mistral. Mistral, j'ai pas essayé. Ouais, il OpenAI, faut juste l'enrichir quand même, parce qu'aujourd'hui, si tu lui dis ton plan de feuille de route, il ne va pas connaître tous les scope items. Si aujourd'hui, non il ne mais les connaît pas. il faut lui indiquer, il y a, peut-être qu'on publiera le pré-prompt qu'il faut donner pour l'orienter. C'est-à-dire, je suis un consultant, FICO, sur ECC et j'ai fait un seul projet. Maintenant, c'est quoi les 3 sujets que je dois maîtriser dans les 12 prochains mois? Absolument, et là, effectivement, il faut fonctionner par itération. Le CV ne sera pas suffisant. Il faut que la machine, effectivement, pose des questions: «Mais à quoi tu penses?» on part et là et maintenant la nouvelle version, on peut la critiquer, mais elle suggère, elle propose quelque chose derrière et à la fin, au bout de 3-4 échanges, elle commence à formaliser quelque chose. C'est pas la panacée, hein, ça répond pas, c'est pas fiable à 100, mais ça prend 10 minutes et Ouais. surtout, c'est déjà une base de travail. Ensuite, une fois qu'on a ça qu'on a mis ça dans un PDF ou dans un fichier Word, c'est un support de discussion. Il y a des centres de formation qui existent. Il y a toi, Michael, en se disant: «Mais est-ce que c'est pertinent? J'y vais pas?» Et là, au lieu de passer 1 heure à déblayer avec toi en disant: «On est dans quelle dimension?» ou autre, en 15 minutes, c'est plié. Oui, là, ça vaut le coup. Non, ça, c'est trop tôt. Il y a encore peu d'entreprises qui vont l'utiliser. C'est pas frais. C'est pas la priorité. Comme tu dis, effectivement, entre ce que dont tu suggères d'abandonner le SMW ou autre, maintenant, comment ça se maîtrise? Est-ce qu'il y a des il y a des il y a des use cases dessus? Il y a peut-être des vidéos qui existent à droite et à gauche pour voir comment ça fonctionne. Ces consultants, ils sont souvent, confirmés, seniors, ils apprennent vite, ils n'ont pas besoin de faire du bachotage, dessus. Ce qu'il faut, c'est leur montrer sous les yeux. Nous, on est des adultes, donc on apprend quand c'est concret, quand on se dit: «Bah, tiens, je vais pouvoir me l'approprier» et par la répétition ou par la compréhension qu'il peut y avoir derrière pour ça. Donc la documentation que tu fais, elle est très bien, enfin tes posts, les vidéos qui sont en ligne aussi, mais au départ, ça sert à rien d'ouvrir le catalogue de Learning Apps, c'est sans fin ce truc. Il y a un ou 2 sujets, pas plus, le valider, soit avec ses confrères, soit avec ses collègues en se disant: «Je me forme dessus, qu'est-ce que vous en pensez?» Et de débattre dessus, mais en amont, il faut déblayer avec une IA. Ouais. Alors, le prompt, j'allais dire, déjà même pour les tips and tricks, pour les nuls, moi, ce que je fais, c'est que déjà, je regarde, alors je vais sur SAP,
Je vais pas te donner toutes les informations comme ça. Je le mettrai en commentaire. Je récupère tous les scope items, je sais pas, sur la finance, on va dire pour la France, par exemple, il y en a 199. J'expurge tous ceux qui sont avec licence additionnelle. Je conserve que ceux qui sont, on va dire, en licence courante. Alors là, vous posez, allez, on met 100 scope items dedans. On définit dans le prompt aussi qu'il faut, par exemple, pour digérer un scope item, c'est à peu près 5 jours. Vous dites après au prompt, dire voilà, j'ai 2 heures par jour, j'ai 3 heures par jour, j'ai 4 heures par jour. Et là, vous dites j'ai 6 mois devant moi. Et là, vous basculez le tout dans le prompt en disant voilà, à hauteur de 4 heures par jour, les 60 scope items qu'il me faut à peu près tant de jours, combien de temps je vais pour. Voilà. Bah ça vous donne déjà un super plan de formation à 6, 12 mois. Il n'y a pas besoin de plus. Donc déjà, si vous avez ça, bah c'est déjà les bases. Tu l'as dit, hein, Alexandre, n'allez pas comme ça sur le Learning Hub parce que c'est comme aller sur Google sans savoir maîtriser le prompt. Vous allez avoir alors j'allais dire le terme de foultitude de documentation et de se dire, ah mais je commence par quoi? Moi, je connais rien à MM, je dois commencer par quoi? La DA, la commande. Déjà, si vous maîtrisez même pas déjà, de se dire ce que c'est une demande d'achat, une commande, un MRP, voilà, un programme de livraison, vous allez complètement être sous l'eau. Par contre, si vous dites, OK, je me fais un petit prompt, j'ai les scope items, je les ai, mais ces scope items, alors ça aussi, il faut les avoir parce qu'ils ne sont pas tous disponibles. Ils ne le devraient même pas parce que c'est réservé aux clients ou aux consultants. Si vous cherchez, vous les trouvez. Voilà, ça, c'est pas compliqué. Ça, vous avez ça. Et ça, c'est la première porte d'entrée. Donc, si vous ne maîtrisez pas ça, ça sera compliqué d'aller plus loin. Donc, l'intelligence va vous donner, encore une fois, un squelette. Il n'est pas parfait, encore une fois, mais ça vous donne les éléments pour que tous les jours, alors, ce n'est pas du bachotage, hein, vraiment, c'est que vous devez avoir un accès à SAP. Truc et astuce, vous êtes étudiant, vous avez un statut étudiant, c'est gratuit. Le Learning Hub est gratuit pour les étudiants. Donc déjà, pour ceux qui vous vendent des accès SAP, mais bullshit, quoi. On vous vend quelque chose, on ne devrait pas vous vendre. C'est gratuit. Vous allez sur le site, j'ai fait plein de posts là-dessus, c'est gratuit. Pour les autres, vraiment, les offres que fait SAP, c'est quand même pas si cher que ça. Vous avez en plus un accès à SAP. Donc méfiez-vous des offres alléchantes avec des serveurs en Inde et tout. Méfiez-vous toujours que ça soit officiel. Non. Ça serait dommage de vous faire choper par la patrouille derrière. Je crois que c'est 1 600 €, je crois, un an C'est d'accès. ça. Pour un freelance, ça passe en frais, faut pas chipoter, dessus, hein, on sait combien on vous rémunère. Donc faut passer ça en frais de formation. En plus, on peut récupérer 500 balles, je crois, effectivement, mais je suis pas sûr que ce truc soit éligible derrière. Mais faut investir. Il faut investir pour 2 raisons: du temps, comme disait Michael, effectivement, faire des pré-prompts, jouer avec, se faire une petite shortlist, une roadmap de montée en compétences, derrière. Pas très ambitieuse, mais déjà pour commencer par une première. Parce qu'il y a autre chose qui arrive derrière, c'est l'évaluation par des IA de vos compétences. Aujourd'hui, c'est des humains qui le font, entretien téléphonique ou entretien en visio ou en face à face ou des études de cas. C'est les quatre solutions qui existent et qui sont pratiquées. Mais des IA, téléphoniques ou des IA, vidéo avec des avatars, arrivent. Alors, c'est pas parfait, c'est vrai, mais ça fait le boulot et ça progresse assez vite pour ça. Alors, il faut s'entraîner avec. L'idée, c'est si vous utilisez ChatGPT, de se créer un projet pour que toute la mémoire reste dans ce projet et pas aller itérer, enfin, pas rajouter à chaque fois une demande. Vous le gardez au chaud et puis, vous passez en mode, vocal et à partir de ce projet, vous lui demandez effectivement de se connecter sur ce projet et de vous interroger ou de simuler un entretien. Soit en vous présentant une étude de cas et puis, bah, vous répondez effectivement à ChatGPT en se basant effectivement sur les scope items, derrière pour apprendre, pour bachoter, derrière. Vous pouvez faire ça effectivement, en marchant, en allant enfin une randonnée, enfin je sais pas, vous promenez le chien, ou autre, derrière, entre 2 podcasts que vous pouvez écouter, sur le sujet et effectivement, parce que la mémorisation, sans support peut être pour certains plus efficace que la mémorisation par la lecture, derrière. Et troisième exercice, ce sont des études de cas, c'est-à-dire, que ChatGPT vous fasse effectivement vous génère, une étude de cas et vous lui répondez en lui demandant de pas être cool, c'est-à-dire effectivement, si c'est pas clair, et si c'est pas efficace, de recommencer jusqu'à ce que ça fonctionne, derrière. Mais cet exercice, il faut le faire. Les IA, évaluatrices arrivent. Elles sont plus utilisées aux États-Unis qu'effectivement pour le moment en Europe. Elles sont assez efficaces sur les personnes qui sont en recherche active d'emploi. Elles n'ont pas le choix, il faut passer entre leurs mains.
chez les consultants SAP, il y a quand même 90 qui est en poste et tout va bien, hein, on va dire pour ça. On le sait, ça rechigne un peu effectivement à passer entre les mains, de ce type, d'outils, mais à la fin, il y aura pas le choix. Alors est-ce que ça sera fait en amont dès le départ pour identifier les personnes qui ont les compétences ou pas? Et que ça sera fait au milieu du processus ou à la fin pour rassurer, l'employeur? Mais à un moment ou à un autre, SuccessFactors va le faire. Voilà, enfin, clairement, si vous passez dans les processus, on a découvert qu'effectivement, le TOEIC, le TOEFL, ce sont des tests qui sont intéressants. Ça donne un score qui donne à peu près une idée. Des IA évaluatrices en anglais le font en 3 minutes. Alors qu'avant, il fallait et le résultat de l'évaluatrice par rapport à l'anglais, sur de la conversation sur SAP est 80 aussi efficace qu'un TOEIC ou un TOEFL, derrière. Ou alors qu'il fallait préparer, qu'il fallait bachoter, qu'il fallait aller dans une salle, qu'il fallait payer ou autre derrière. Donc en gros, il y a une accélération, de ça. Souvent, Mickaël, tu le dis, quand tu accompagnes, tu fais ces entretiens, tu es sympa parce que tu vas jusqu'au bout et ça dure un certain temps, mais tu sais très bien qu'au bout d'un quart d'heure, tu sais si ça passe ou pas pour ça et tu es pas disponible H24. Donc ces IA vont faire ce premier quart d'heure en fait et donner un retour, derrière en indiquant ça passe pas. Après il y aura un humain qui va traiter. C'est clair qu'effectivement s'il y a, 100 candidatures et que l'IA évalue 100 personnes, c'est les 5 premières qui seront retenues. Les 95 autres ne se seront pas retenues, derrière. Alors il faut s'entraîner. Il y a un truc qui est pas à faire, c'est de tricher par rapport à ça, parce qu'effectivement, les IA le détectent et c'est le meilleur moyen effectivement de faire blacklister, derrière. Donc il faut jouer le jeu. Il ne faut pas, mettre, ChatGPT qui écoute en parallèle, en off et pour ça. Il y a dans notre phrasé, il y a dans la man dans les microsecondes qui sont utilisées ou autres, quand il y a une oreillette, enfin ou un truc, derrière, ça marche pas aussi vite, chez nous et ça se détecte derrière. Donc il y a un système de scoring qui apparaît sur un doute et s'il y a un doute, bah, il y a pas de doute, la candidature sera pas retenue, derrière et puis en plus ça montre un état d'esprit, de triche, mais faut le savoir. Alors maintenant effectivement, comme c'est de plus en plus utilisé, bah, il se trouve que des entretiens en face à face sont de plus en plus intéressants. Il y a des cabinets conseils aujourd'hui qui ont expérimenté ces IA, qui se disent: «Bah non, il y a trop de triche derrière, on n'est pas sur notre coup, donc maintenant on oublie l'entretien, avec ça, vous venez au bureau. Si vous venez pas, enfin vous venez, passer l'entretien avec nous en face à face, faire une étude dans une salle et puis vous nous rendrez votre copie, après». Donc on revient, il y a des effets de balancier au fur et à mesure qu'effectivement des choses qui arrivent. Mmh. Je voulais ajouter 2 points. Le premier point, c'est, tu as parlé justement de podcast. SAP va faire, de plus en plus de podcasts en français. Mmh. J'ai eu, Yannick, Peterschmidt, donc qui est à Waldorf et on a déjà fait un premier podcast tous les 2. Alors certes, il était en anglais et après il dit: «Bah, attends, on est français tous les 2. Ça va être pas mal de lancer une petite série, pour toute la partie francophone». Donc SAP Waldorf a dit: «Banco, on y va». Donc il va bientôt avoir, une série de podcasts Mmh. sur les principaux encore sujets. Alors, on sera vraiment que sur du cloud. Hein, donc, vous oubliez le transactionnel, vous êtes le GUI, vous n'entendrez jamais plus parler de ça. Et ça amène mon deuxième point. Quand je regarde sur LinkedIn, c'est vraiment bête à dire. Hein, combien d'écrans je vois encore de QI, enfin, de transactions, j'allais dire, c'est 90% encore des postes sont sur sur de l'ECC ou même du S4 en GUI. C'est à un moment, faut que les gens arrêter de faire des postes avec du GUI. Mmh. Faites d'abord la promotion de Fiori. C'est déjà, moi, ça m'intéresse plus de voir des choses sur quelque chose qui va être demain. À un moment, le GUI va s'arrêter. Hein. Faut pas se leurrer. Ça aussi, j'ai l'impression que toujours les gens se rattachent à l'ancien monde. C'est tellement plus facile de parler de la VA01 que de parler de l'application Managed Sales Order. Enfin, j'ai l'impression que toujours les gens sont à l'image, comme tu as dit, on l'a déjà évoqué. Tu as plein de gens qui veulent changer de job, mais ils ne le montrent pas. Ils n'ont pas de signaux, ou ils sont pas prêts, ou qu'on arrive à la dernière ligne droite, on dit: «Ah, on n'est pas embauché». Et là, tu dis: «Ah, tout compte fait, je suis bien où je suis». Et je pense qu'il y a un vrai déclic qui manque encore chez beaucoup de gens. Il y a ça, et puis après il y a le marketing de son profil sur LinkedIn qui est un sujet. Nous, on constate que les profils sont de moins en moins enrichis, de moins en moins documentés, donc ça nous pose des problèmes effectivement pour vous repérer. Quand il y a des publications, certains connaissent les codes du marketing des posts, LinkedIn et d'autres pas. Alors,
le truc à pas faire, effectivement, c'est de demander à ChatGPT de rédiger un post. Notre cerveau, ça y est, il est mindé, on sait lire effectivement en quelques secondes quelque chose qui a été rédigé par un MLL et quelque chose qui est rédigé vraiment par un humain, derrière. Ça, on le voit et effectivement, on les lit plus quand on dépasse pas les premières lignes, quand on voit qu'effectivement c'est le cas. Il y a quelque chose qui est intéressant, c'est pas, de parler d'un sujet pour en parler, c'est de parler de retour d'expérience. L'USF est une énorme machine à retour d'expérience. Alors parfois, il y a des centres, effectivement, des commissions qui parlent, formellement dessus, mais ces retours d'expérience, ils se font dans les couloirs, ils se font effectivement à la cafétéria, derrière et ils sont pas assez mis en avant sur LinkedIn. Des petits posts en indiquant: «Voilà quelles difficultés j'ai rencontrées dans mon cas à moi», sans révéler des secrets industriels, sans révéler des secrets financiers bien sûr. Voilà comment à la rigueur on s'est planté et voilà comment on a y remédié. Ici, c'est à refaire, on ferait comme ça. C'est ce qui se passe en entretien et souvent qui est demandé par certains recruteurs, comme moi ou effectivement d'autres effectivement recruteurs ou des consultants ou des managers ou des partenaires effectivement, d'entreprises. Mais il y a foison d'exemples, de choses qui sont intéressants. Quand on parle de rétex, en général, c'est soit parce qu'il y a eu un crash, de plusieurs centaines de millions d'euros et ça effectivement ça fait du bruit pour ça. Mais mettre en place, implémenter, déployer, on le sait chez nos clients, ça marche pas dans 80 des cas. Ça ne marche pas tout de suite. C'est un système par itération. Après, il faut regarder le degré de crash qu'il peut y avoir, derrière et comment ils ont rattrapé, les meubles enfin, comment ils ont rattrapé la chose par la suite. Mais Mickaël, tu le sais et toi, effectivement, tu illustres effectivement avec la documentation, mais il y en a plein d'autres qui pourraient en parler. Ils peuvent en faire sous forme de micro vidéos. Si c'est fait, de manière, si c'est pas complètement léché, enfin, on s'en fout. Ce qui est important, c'est le fond dans un 1er temps. Sur la finance, sur le contrôle de gestion, il y a cette dichotomie qui effectivement qui est pas très claire. On sait qu'aujourd'hui, il y a un besoin sur les contrôles de gestion industriels parce que l'économie est en pression et il faut gagner de l'argent ou de surtout ne pas en perdre, derrière. Donc que les consultants PP observent et écoutent des podcasts sur des points d'intégration PP, COPP, c'est impératif aujourd'hui. Aujourd'hui, l'idée, c'est pas comme, gagner de l'argent, enfin accroître le volume d'affaires est compliqué, autant déjà commencer par ne pas en perdre en interne et augmenter la marge pour ça. Et donc, ces CO sont de plus en plus imbriqués dans les projets supply chain, j'imagine avec toi, comme interlocuteur, soit côté métier, soit côté, fonctionnel et il y a pas de sujet sur le j'en vois pas sur le sujet. Or, aujourd'hui, c'est le cœur du problème. En attendant de démarrer des gros projets, il y a des besoins d'amélioration des processus financiers et industriels et supply chain. Ouais. Bah, moi, j'essaye alors, c'est comme tout, j'ai juste le temps qui me manque, hein, comme je le dis souvent. Influenceur, c'est pas mon métier, c'est plutôt mon hobby. Là, j'essaye de remettre au goût du jour les 1 téra de données que j'ai sur le CC et de se dire, bah tiens, je vais essayer de les repasser dans la moulinette S4HANA, de se dire, bah tiens, voilà, j'ai plein de docs hein, sur le contrôle de gestion, sur les modes de calcul de coût de revient, sur Mmh. le MTS. Et il y a plein de choses qui sont super intéressantes avec des cas d'usage chez les clients. Alors, bien sûr, il faut les anonymiser. Bon, ça va, c'est des entreprises où j'étais il y a 15 ans. Bon, voilà, depuis, il y a de l'eau qui a coulé sous les ponts. Et il faut anonymiser le document, il faut essayer de le recontextualiser. Mais c'est vrai que oui, tu l'as dit, l'USF, alors est-ce que c'est voulu ou pas voulu, ou c'est peut-être, voilà, ça reste une association, donc et de se dire, est-ce que demain ils peuvent vraiment faire une vraie vague pour dire voilà, on fait des posts sur des retours d'expérience, on anonymise, ça pourrait être juste génial parce qu'aujourd'hui, bah, on est quand même submergé par le monde anglophone, mais le français ou une approche française a toute sa place. Hein. Peut-être que Mmh. nous, on a une approche qui est différente qu'un anglophone. On a voilà, une approche latine qui est peut-être moins Mmh. structurée, justement, qui peut être déstructurée. Ça peut être pas mal. Hein. On reproche toujours à la rigidité allemande, mais mettre des posts ou des podcasts en version latine, ça peut être sympa. Mais enfin, voilà, il y a de la place pour que bah, des personnes qui sont autour de cette table-là puissent apporter quelque chose de, bah, voilà, on l'a dit, du sang neuf. Encore une fois, moi, je ne me considère pas non plus comme un vieux, mais ça fait quand même quelques années que je suis sur SAP. Mais voilà, si vous êtes, voilà, à chaque fois que vous vous dites, ah, je suis junior, je trouve pas et tout, bah, il y a des pistes pour vous faire remarquer. Alors, pas de là à vous dire, bah, ça va nécessairement vous apporter un CDI, ça serait vous mentir.
Aujourd'hui, 2025, c'est super dur pour vous. Ça, j'en ai bien conscience. Pour nous, Mmh. même pour nous, on y prend beaucoup de pincettes dans ce que je vais vous dire, mais les recrutements de juniors, c'est limite si on les a pas gelés. Euh, Alors j'ai regardé, il y a encore quelques annonces, il y a encore on voit apparaître effectivement une politique de recrutement. Alors après, est-ce que c'est de hum, l'affichage? Est-ce que c'est de l'affichage? Je sais pas, je candidate pas, je suis pas candidat, je peux pas savoir effectivement si on va m'appeler après, derrière, faire un processus. Oui, il y a sûrement peut-être quelque chose, soit des annonces qui sont multipostées et qui sont effectivement répétées et qu'on n'a pas fait attention et qui sont toujours en ligne, ou alors, les entreprises se stockent des CV en attendant, derrière et feront leur marché, dessus. C'est au milieu. Je pense qu'il y a quelque chose qui est au milieu. Maintenant, il y a quand même des entreprises qui ont une culture, de l'apprentissage qui reste. L'énergie, l'industrie, l'automobile, en région parisienne ou en province ont quand même des recrutements qui continuent. Par contre, est-ce qu'ils passent des annonces et au final, ils vont retenir les CV des personnes qu'ils ont rencontrées dans les écoles d'ingénieurs ou des commerces lors des forums? Probablement, parce qu'ils les ont vus pour ça. Le fit est passé, ils leur disent de venir finalement à l'entreprise par la suite. Donc je pense qu'une bonne partie des alternants et des stagiaires, de dernière année, viennent des forums, sur lesquels ils sont et du réseautage, enfin des grandes écoles. La France est connue effectivement pour, être encore assez consanguin effectivement sur les grandes écoles et je pense qu'il y a une bonne partie effectivement qui arrive par consanguinité, je dirais, et c'est moi qui assume ce terme, de diplôme. ouais. Alors après, peut-être c'est la règle chez des Accenture, Deloitte où en gros il faut se retrouver avec des consanguins. C'est peut-être pour ça qu'ils s'habillent tous pareil. Désolé, c'était une petite blague. Euh, dans des entreprises type, alors j'ai cité KPC, Appium ou Custa et bien d'autres, je pense que un diplôme universitaire vaut tout aussi bien Oui. une école de commerce. Mmh. Après, si vous êtes suffisamment curieux, intelligent et vous êtes surtout débrouillard, c'est surtout ça qu'on vous demande en tant que consultant. Après, recracher ce que vous avez appris en école de commerce, ça ne sert pas toujours. Utile, pourquoi pas, à condition que vous ayez une pensée libre. Voilà, ce qu'on n'apprend pas toujours dans une école de prototypage. Non, 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 il y a ça non, mais on le sait, on l'a déjà dit plusieurs fois, le diplôme dans le secteur, l'écosystème SAP. C'est pas important. C'est hormis, à l'entrée dans chez certains acteurs, c'est un moyen de sélection, ça les rassure. Derrière parce qu'ils ont certains codes, sociaux qui connus, mais c'est un des secteurs qui discrimine le moins sur le diplôme. C'est aussi un des secteurs qui discrimine le moins, par rapport à l'origine, du pays ou au social que l'on peut avoir. Et ça c'est une bonne chose et ça continue, Le Maghreb est un des plus gros fournisseurs de consultants SAP qu'il y a ces 10 dernières années. On le sait, on le sait, ils ont fait leurs études ou ils sont partis, en France, ils sont présents et ça se passe très bien pour ça. Il y a tout le réseau, toute la francophonie, je dirais, mondiale, fonctionne là-dessus. J'en profite effectivement pour dire en termes de retour d'expérience, le 12 septembre effectivement, moi je fais un live talk avec Grégory Colombet qui est effectivement, directeur de programme et je lui ai demandé effectivement de raconter comment ça se passe dans le secret des dieux de ces programmes. Ces personnes qui effectivement arrivent parfois trop tard, sur les projets et pourquoi un projet met 2 ans, un projet de transformation, hein, je parle, hein, pas juste une conversion, derrière et quels sont les enjeux, quels sont les mécanismes? On a très vu, enfin, hormis pareil dans l'USF où ils échangent entre eux, cette logique de transformation SI et à la fois métier en même temps, des vrais greenfield, derrière. Il y en a et souvent, le bât blesse effectivement au débarrage, au cadrage et à la conduite du changement qui se fait, derrière et il va raconter effectivement 3 projets effectivement sur lesquels il est intervenu, à la fois pour la gestion des centres de compétences internes ou externes, le mécano entre l'offshore, le mécano effectivement avec la gestion des compétences et qui on fait intervenir à quel moment et puis l'implication des métiers qui est une des règles clés, au-delà effectivement qu'il faut la direction générale et le DSI, qui soient aussi effectivement dans le même mindset, derrière. Mais souvent, quand on est consultant, on voit que ce cadrage a été fait, on est les réalisateurs à son niveau, on a effectivement une partie du projet, derrière, mais on ne sait pas que cette notion de stratégie.
Ce sont effectivement des positions qui coûtent très cher, on le sait pour ça, et qui nécessitent et qui redescendent pas toujours jusqu'à la fin effectivement, des acteurs. Donc il va relater, faire des retours d'expérience, il va dire effectivement c'est une position qui est très exposée, très difficile, très impactante, qui est pour certains sujets à des burn-out, tellement la pression qu'il peut y avoir quand il y a 10, 15, 20, 30 millions d'euros qui effectivement sont sur les épaules du directeur de programme. Parfois, ils sont même plusieurs pour pouvoir les mettre en œuvre. La pression existe sur l'intégrateur parce qu'il y a des directeurs de programme qui sont aussi en interne et des directeurs de programme qui sont effectivement qui sont, je dirais, en interne, en externe et ou Mmh. en statut freelance, en position effectivement de direction de transition. Et pourquoi effectivement ce sont des machines à laver qui se mettent en place. Et c'est intéressant de comprendre pourquoi parfois il y a des injonctions contradictoires qui arrivent effectivement au niveau des consultants et qu'en fait ces injonctions sont normales. Moi je ne saurais pas l'expliquer, mais lui effectivement il va le relater. Mais c'est un point de vue qui sera différent du point de vue technico-fonctionnel que l'on peut avoir effectivement sur les projets SAP. Et c'est aussi intéressant parce que d'un point de vue candidat, quand on passe des entretiens, souvent on se rattache à voilà ce que je sais faire, voilà ce que je peux proposer ou autre. Mais derrière ces projets, il y a une histoire. Il y a une histoire d'entreprise toujours, des sociétés qui sont cotées, des sociétés qui ne sont pas cotées, des ETI, des sociétés qui sont familiales, et ces programmes de transformation et qui sont en cours. Il y en a moins, certes, Michael, on le sait, mais ils vont redémarrer plus tard. À un moment ou à un autre, ils vont démarrer pour ça. Et toi, tu as été effectivement dans ces réacteurs, tu peux peut-être en parler aujourd'hui aussi, mais je pense que ce sont des dimensions qui sont à mettre sur la scène publique et de savoir qu'est-ce qui se passe et pourquoi aussi parfois on prend la foudre comme consultant, et parfois c'est pas de sa faute, mais en tout cas, il se passe des choses tout en haut. Mmh. Bah, comme ça te permettra d'avoir le sujet pour le prochain talk. C'est le débriefing de ce que vous allez vous dire le 12 septembre. Ouais, c'est ça, pour ça. Toi, effectivement, des directions de projet, tu en as fait, Oui. jusqu'à prochain. Si là, effectivement, il reste encore un petit peu de temps, c'est quoi les hard skills ou soft skills qui sont impératifs pour pouvoir se dire: «Bah, je suis manager, je suis chef de projet et j'ai envie d'aller là-dessus»? Savoir gérer son stress, Mmh. ça c'est la première chose. Toujours avoir la tête froide, savoir, être transparent et en même temps diplomate et un peu hypocrite, par rapport à un client, parce que c'est comme tout. Vous êtes entre, l'enclume et le marteau, c'est-à-dire que vous êtes dans une USN, donc vous êtes là aussi pour gagner de l'argent. Mmh. Le client, lui, il est là pour pas en perdre, il est là pour qu'on livre et de se dire: «Est-ce qu'aujourd'hui 100 des clients sont satisfaits d'une livraison SAP à date?» C'est assez rare. On ne livre jamais à date. Donc c'est d'avoir, savoir aussi, jusqu'à quelle limite on va pouvoir déraper et jusqu'à quelle limite on va être capable de s'engager, sachant qu'aujourd'hui la majorité des projets sont au forfait. Donc Mmh. au forfait, c'est le SN qui perd, c'est pas le client. Donc le directeur de projet doit encaisser tout ça. Donc, comme tu l'as dit, c'est plusieurs millions avec des risques de gros dérapages. Donc, si vous n'avez pas une ESN qui a les reins suffisamment solides, bah, ça peut mettre en danger l'ESN, sachant qu'aujourd'hui, est-ce qu'une ESN peut avoir une trop grosse dépendance vis-à-vis d'un projet? On a aussi ça, c'est-à-dire quel est le taux de couverture? Mmh. Est-ce qu'un client, vis-à-vis d'un client, on ne devrait jamais dépasser, je ne sais pas, comme un crédit, plus de 33% de dépendance vis-à-vis d'un client? Donc c'est ça que le directeur de projet. Et ça, le burn-out, c'est le risque majeur, hein. Donc, si vous avez le directeur de projet qui saute, bah, ça met en cause le projet. Oui. Et Le alors consultant, ça sera toujours facile, hein. Je veux dire, autant un consultant, on peut le remplacer. Un directeur de projet, c'est la personne qui ne doit pas sauter. non, non, quand Grégory me dit effectivement qu'il fait une appel d'offres et qu'en lançant l'appel d'offres, il s'aperçoit que certains répondent à hauteur de 15 millions d'euros et un autre à 30 millions d'euros, on peut se poser la question pour ça. Ces budgets souvent effectivement sont importants, vont mobiliser, différents acteurs. Il y a des formidables opportunités, je dirais là-dessus. C'est-à-dire alors ça, le télétravail aide pas pour ça, mais quand les consultants sont au bureau, s'ils pouvaient faire la petite souris et on l'a redit dans le précédent, live talk, derrière, d'aller assister effectivement à ces soutenances ou du moins de participer aux restitutions, du moins de participer à leur élaboration en réponse à appel d'offres, derrière.
c'est comprendre cette logique et qui permettra de mieux gérer en tant que chef de projet, en tant que manager, en tant que directeur de projet, de programme ou de partenaire ou de responsable de domaine quand on est interne. Parce que souvent non pas que c'est en fait, ils sont pas cachés, ils sont pas partagés en tant que tels. Et pour tous ceux qui effectivement sont en intercontrat, en intermission, bachoter sur le Sablearning Hub, c'est bien ou autre, mais s'ils peuvent participer effectivement à ces ateliers, y réfléchir, se dire: «Mais je comprends mieux les tenants et les aboutissants, pourquoi il y a eu ça?» Comme tu dis, il faut gagner de l'argent pour l'ESN, du moins il faut surtout pas en perdre et ça parfois ils en perdent aussi, hein, faut pas l'oublier. Et du côté de l'entreprise, il y a 2 choses à respecter, le délai et la qualité et je dirais le budget qui sont associés. Ces entreprises aussi, quand elles n'ont pas fait de projet depuis des années, et là S4 les force à le faire, de facto, ont perdu ce savoir-faire là-dessus. Et donc il y a un accompagnement aussi, il y a énormément de pédagogie et ce ne sont pas des IA qui vont le faire pour ça. Et ça prend du temps. C'est vrai, c'est très consommateur, et au-delà de ça, effectivement, il y a 2 nouveaux sujets qui arrivent. C'est la relation de confiance qu'il peut y avoir derrière et l'aspect effectivement contractuel et juridique qu'il y a qui sont associés. C'est-à-dire les agreements qui sont signés sont de plus en plus importants, de plus en plus, là-dessus. Et les consultants aussi doivent aussi s'approprier cette partie compliance, cette partie juridique, de comprendre ce qu'on peut faire, de comprendre ce qu'on peut pas faire. Rendre service, c'est bien. Les Français sont connus effectivement pour pouvoir parfois dépasser un petit peu, le prérequis, le jardin qu'on leur a, là-dessus et ont envie de proposer des solutions, alors que les anglo-saxons s'arrêteront, à la ligne et bougeront pas une oreille, derrière. Parfois effectivement, il faut apprendre à ne pas dire, c'est pas l'hypocrisie, mais se dire: «Mais c'est pas mon je peux mettre en défaut mon manager, je peux mettre en mon entreprise, il vaut mieux qu'effectivement que j'y réfléchisse et que j'en parle». Ça, ces codes-là sont identifiés lors des entretiens. Donc effectivement, on dialogue tous les 2 ou autre. Moi, mon pendant, effectivement, c'est de réussir les entretiens et plus effectivement, il y aura d'échanges sur d'autres sujets que sont les compétences SAP par rapport au projet, mieux les personnes seront, capées pour pouvoir réussir les entretiens par la suite. Ouais. Pour ça. Je pense que ça te parle effectivement, derrière. Alors on peut continuer un peu effectivement ou on peut arrêter. Moi j'ai pas de Ouais, contraintes, on a dépassé l'heure, c'est pour ça. pour ça. Donc oui, il y a un prochain live talk qui est prévu au mois de Mois de septembre. septembre. Contactez-nous, dites que ce soit moi, Michael, soit effectivement pour faire des roadmaps de compétences SAP en les pré-promptant par ChatGPT et compagnie. S'il y a sujet de retour d'expérience, on peut en discuter aussi. Ça peut se faire, soit avec Michael, soit avec moi, mais ou du moins ça peut se faire aussi sous forme de post à publier, derrière. Parce qu'effectivement, on voit le lectorat, on voit les questions qui sont posées. Il y a de la publicité, l'éditeur en fait, les ESN en font. Il faut, c'est normal. Une fois qu'on a passé la partie, emballage publicitaire, il y a des sujets de fond qui sont intéressants. Ce que fait Michael sous forme de post, littéral, c'est bien, mais je pense qu'il faut effectivement parler de sujets, différents et élargir le champ des possibles, en termes de connaissances. Parce que, un consultant SAP au vu, du marché peut pivoter sur d'autres sujets, Ouais, là-dessus et ça, il vaut mieux 2 cordes à son arc qu'une seule. je suis d'accord. Bon, top. On en reparle au mois de septembre. Mmh. D'ici là, il y a les commentaires. Mettez tous les sujets auxquels on peut discuter au mois de septembre. On fera le débriefing dans ce cas-là sur le 12 et pour enrichir cette partie-là. Et d'ici là, n'hésitez pas soit à me solliciter ou solliciter Alexandre par commentaire ou en direct sur LinkedIn. On fera plaisir de répondre du mieux qu'on le peut avec le temps qu'on a. Merci, à bientôt. Merci. Très bientôt.